On accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Emmanuel Massard. Bonjour à vous. Vous êtes le coordinateur médical d'urgence pour Médecins sans frontières. Vous vous trouvez en ce moment même à Saïda, dans le sud du Liban. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. On évoquait à l'instant avec notre correspondant la situation humanitaire dans le pays. 830 000 déplacés à échelle du Liban. Sur 6 millions de personnes, c'est immense. Où est l'urgence au moment où l'on se parle, pour vous et pour vos équipes sur place? Bonjour. L'urgence aujourd'hui, on est vraiment sur des choses excessivement basiques. Votre correspondant à Beyrouth l'a dit. Là aujourd'hui, on a presque 830 000 déplacés, et de ces 830 000, on a presque 300 000 enfants qui sont déplacés, qui vivent dans des conditions qui sont horribles. Soyons très clairs. Euh, un certain nombre n'ont pas trouvé d'abri, et les abris qui sont disponibles sont tout à fait surchargés. Dans ces abris, on manque un petit peu de tout. La nourriture, c'est un grand défi, mais aussi bon, trouver un matelas, trouver une couverture. Les soins médicaux sont hautement inaccessibles aussi. Et puis, ben, on a aussi toutes les conséquences de ce rassemblement de population. Aujourd'hui, on a 14% du territoire libanais qui est sous ordre d'évacuation. Et un des gros problèmes, c'est que, ben, en dehors de ces 14%, on voit encore de façon quotidienne des frappes sur des cibles un petit peu partout. Cette nuit, ici sur Saïda, on a eu 5 frappes pendant la nuit. Donc, un des gros problèmes, ça reste toujours la protection des civils. Et il faut le rappeler aujourd'hui, les sites civils ne sont absolument pas protégés. Et je vais me permettre ici de faire, hélas, un lien avec ce qu'on connaît depuis maintenant plus de 2 ans à Gaza, où on continue à voir aujourd'hui aussi des attaques contre les structures médicales. Hein. L'armée israélienne attaque de façon relativement indiscriminée toutes les cibles qu'il a envie, et il ne semble pas y avoir de condamnation de ça. Ça reste un peu préoccupant. Mais clairement, la première chose, c'est la protection des civils et la protection des infrastructures civiles et médicales. Et puis ensuite, ben, on a bien entendu les besoins. J'en ai parlé, l'accès à l'eau aussi qui est excessivement important aujourd'hui. L'accès à l'eau qui est excessivement important, vous le rappelez. Certains États, nommons la France d'abord, a acheminé de l'aide humanitaire à hauteur de 60 tonnes d'aide. Est-ce que ça, c'est déjà suffisant par rapport aux besoins que vous évoquiez un peu plus tôt dans votre réponse? Alors, je vais pas, enfin, c'est assez difficile à dire. Ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, c'est que très clairement, l'aide qui est disponible est absolument insuffisante. Ça, c'est très très clair. Je vais vous donner un exemple très simple sur un des abris dans lesquels on est allé cette semaine pour faire ce qu'on appelle des cliniques mobiles, donc c'est-à-dire apporter des soins aux déplacés là-bas. On a à peu près 1000 personnes dans cet abri. Il y a 8 toilettes qui sont disponibles. Et donc, 8 toilettes et 8 douches qui sont disponibles. De façon, enfin voilà, c'est clairement tout à fait insuffisant. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est ben, un manque d'acteurs, très clairement, qui sont capables de répondre à ces besoins-là et répondre à la magnitude de cette crise. Euh, donc voilà, ça reste, les besoins humanitaires restent, pardon, énormes. Euh, et hélas, en très grande partie, pas encore adressé, oui. Et on entend le message que vous lancez. Emmanuel Massard, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les populations les plus vulnérables. Je pense aux enfants. Près de 300 000 d'entre eux ont été contraints à ces déplacements. Dans quel état émotionnel ceux que vous observez, ceux que vous soignez, ceux que vous accompagnez sont-ils aujourd'hui? Alors, bah, au niveau des besoins très, très médicaux, on a bien entendu bon, toutes les pathologies qui sont liées donc, bah, au confinement. Hein, donc, on va retrouver des pathologies infectieuses principalement, euh, mais aussi
en termes de santé mentale, les besoins sont énormes. Il faut comprendre que les gens qui sont déplacés aujourd'hui, une bonne partie de ces gens ont été déplacés plusieurs fois. Là, on a ici à Saïda pas mal de gens qui ont été déplacés 2, 3 fois parfois et qui espèrent arriver dans un endroit qui est safe et qui se rendent compte que toutes les nuits, il y a des bombardements à côté d'eux et que cet environnement n'est absolument pas safe. Et donc, en termes de santé mentale, les besoins sont énormes. Alors, pour les adultes, mais aussi en très grande partie pour les enfants. Ça reste bien entendu quelque chose d'excessivement inquiétant et quelque chose qui aura des impacts sur le long terme, sur la santé mentale de ces enfants. Et comment est-ce que ça se traduit, ce traumatisme, cette peur, ce danger permanent pour ces petits? Mais bon, voilà, il y a plusieurs symptômes qu'on voit. Ce qu'on essaye de faire, c'est mettre en place aussi des activités pour ces enfants via nos équipes de psychologues et de promoteurs de la santé, des jeux, des choses comme ça. Mais il y a bien entendu, on trouve bien entendu des enfants parfois très mutifs, prostrés, voilà, des symptômes qui sont bien entendu très inquiétants et très difficiles à voir chez des enfants. Et difficile de compter sur les parents parfois pour les rassurer quand eux-mêmes font face à toute cette détresse. C'est aussi quelque chose que vous observez? Oui, bien sûr, les besoins en santé mentale sont un petit peu partout. Et bien entendu, quand on est soi-même traumatisé, c'est aussi, on essaye d'abord de prendre soin de soi et puis de prendre soin de ses enfants. Alors, aujourd'hui, on voit aussi des élans de solidarité, énormément de générosité. Et beaucoup de gens qui se sacrifient, mais tout le monde est un petit peu, j'ai envie de dire, dans le même bateau. Et j'ai envie de dire que quand je discute avec certains patients, je pense que c'est un peu le désespoir qui prime, que ce soit avec les patients, mais aussi avec les collègues avec lesquels on travaille ici au Liban, qui sont aussi victimes de ces attaques indiscriminées. Oui, Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que c'est pour vous aussi tout un défi de pouvoir à la fois composer avec ce qui se passe et pouvoir aussi intervenir auprès de ces enfants. À quoi est-ce qu'il ressemble le quotidien de ces plus petits, de ces plus jeunes? On sait que près d'1 million d'élèves est à ce jour privé d'école en raison de cette guerre. D'abord, qu'en est-il à Saïda où vous vous trouvez, l'école qui est d'ordinaire un refuge, un sanctuaire et un lieu d'épanouissement pour les enfants? Mais les écoles, c'était probablement un sanctuaire pour les enfants dans le passé. Aujourd'hui, c'est devenu un abri parce que, vu la magnitude de cette crise, quasiment toutes les écoles publiques ont été réquisitionnées, pardon, et sont maintenant utilisées comme abri pour les déplacés. Et donc, il est évident que l'école ne pourra pas recommencer de sitôt. On a presque 130 000 personnes qui sont réparties dans les différentes écoles. Et donc, ces écoles ne vont pas du tout pouvoir recommencer tout de suite. Donc voilà, hélas, le quotidien, c'est beaucoup d'inactivité. Parce que dans ces écoles qui sont normalement des lieux de joie et d'apprentissage qui sont aujourd'hui transformés, les classes sont aujourd'hui transformées en chambre où on a dans certaines classes 2 à 3 familles, où on a parfois 20, 30 personnes qui vivent en permanence. Ici, pas très loin du bureau, on a un abri où on a des classes où on a jusqu'à 50 personnes qui vivent 24 sur 24, avec au final très peu d'alternatives et très peu de choses qui peuvent être faites en dehors. Et donc, et là, c'est beaucoup d'inactivité et très peu d'activités qui sont disponibles pour ces enfants. Vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait forcément des conséquences sur le long terme pour ces enfants, encore une fois, qui ont connu d'autres guerres par le passé, si on devait citer que celle de l'automne 2024. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrête de votre point de vue, s'il y avait un appel, un message que vous souhaiteriez adresser? Mais je pense que la première chose, c'est d'abord de protéger les civils et d'arrêter les bombardements indiscriminés. Ça, je pense que c'est la première chose. Il faut aujourd'hui que ces enfants, mais aussi que tous les civils libanais puissent se sentir en sécurité dans leur pays.
ça reste une situation qui est tout à fait inacceptable aujourd'hui. Et hélas, j'ai bien peur que, personnellement, que ce ne soit que le début. Les autorités israéliennes, je ne sais plus quel ministre, a dit il y a quelques jours que l'objectif était de transformer le sud du Liban en un nouveau Khan Younis. Khan Younis, qui est cette ville Bezalel à Gaza. Smotrich, le ministre des Finances israélien. Ah, voilà. Donc, c'est Smotrich qui a dit ça. De transformer le sud du Liban en Khan Younis, c'est-à-dire plus aucun bâtiment qui subsiste, et juste un champ de ruines. Si c'est ça l'objectif, ça fait quand même excessivement peur pour l'avenir de ces gens, hein, très clairement. Parce qu'il faut juste rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a ces zones évacuées, mais les zones évacuées, il n'y a pas tout le monde qui peut évacuer. On a qui restent derrière beaucoup de vieillards, beaucoup de personnes vulnérables qui ne peuvent pas évacuer parce qu'ils ne pourront pas se permettre un voyage, et donc qui restent derrière parce qu'ils ne peuvent pas partir. Et au final, ces gens, ben, c'est une condamnation à mort, soyons très clairs. Si l'objectif, c'est de raser tout ce qu'il y a dans le sud du Liban et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas en partir, ben, je ne sais pas exactement quelle est la solution pour ces gens-là. Merci beaucoup Emmanuel Massart. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24, coordinateur d'urgence pour Médecins sans frontières au Liban.